des comparaisons entre la système français et bulgare. Oui, le droit constitutionnel et les constitutions bulgares et françaises. Oui. Oui. Les 240, Les 240, c'était quoi? le nombre du Parlement bulgare. Oui. Ça, vous en êtes ça. Et le nombre le Parlement français, c'était combien? 480, Plus. 600. 920. Déjà, le Parlement français, il a 2 chambres. Oui. L'Assemblée nationale et Le Sénat. Et ben voilà, ça commence à revenir. oui. Ça commence à revenir. Regardez combien vous avez loupé la dernière fois quand vous n'êtes pas venu. Ils vont m'en donner de dire, je suis sûre. Ah bah, je sais pas. Vu comment il prend des notes, ça va être compliqué. Bon, la dernière fois, on a parlé du droit constitutionnel. C'est le droit qui régit l'État, la manière dont l'État fonctionne. C'est la manière dont un État prend des décisions et comment elle fonctionne, comment il établit son Premier ministre, son gouvernement, son Parlement, et qu'est-ce qu'ils font. C'est un droit public parce que c'est un droit qui regroupe des communautés. Et aujourd'hui, on va parler du droit pénal, qui est le droit, la plupart des gens, quand vous leur dites le droit, ils pensent pour le droit pénal. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait le droit pénal? C'est aller en prison quand on commet un crime. C'est punir. C'est punir. Vous pouvez aller en prison ou avoir une contravention. Oui, bien sûr. C'est punir des agissements qui sont prohibés. Les amendes pour les automobilistes qui dépassent la vitesse autorisée. C'est du droit pénal, exactement. Ça s'appelle un droit pénal administratif. Et l'autre, ça s'appelle un droit pénal pénitentiaire. Je vais vous en expliquer ça. Mais le droit pénal, c'est le pouvoir de l'État de punir les citoyens qui commettent des crimes et des délits. Eh ben, je vous ai dit qu'elle va venir. Non mais je vous en prie, on vous attendait. C'est moi qui m'excuse parce que je ne vous ai pas apporté le bouquin que je vous ai promis. Par contre, j'en ai trouvé de très bons, mais je les ai oubliés. Parce que comme vous voyez, j'avais d'autres choses à faire ce matin et j'ai raté. Donc on va parler du droit pénal, le droit qui punit. C'est le droit qui s'active quand quelqu'un commet un crime ou un délit. Il y a une différence entre crime et délit, mais elle ne nous intéresse pas, c'est pour les juristes. Donc je vais employer le terme crime, parce qu'on connaît tous qu'est-ce que c'est. La différence entre crime et délit, la manière dont on les punit. Les délits sont des crimes qui ne sont pas si dangereux que ça. Donc le droit pénal, il établit les règles à respecter, et si on ne les respecte pas, il établit la manière dont on supporte les conséquences. La première fois qu'on s'est vu, on a parlé du meurtre. Vous vous souvenez? Priver quelqu'un de sa vie volontairement, c'est un meurtre et il est puni en France de 30 ans et en Bulgarie à réclusion à perpétuité. Vous savez qu'est-ce que c'est la réclusion à perpétuité? C'est la prison solidaire. Non. Hein? On ne peut pas sortir jusqu'à la fin de sa vie. Non, c'est la prison, mais c'est quoi comme prison? À perpétuité. Jusqu'à la fin de sa vie? Jusqu'à vie, exactement. Jusqu'à la fin de sa vie. Et aux États-Unis, ils prennent 400 ans, 500 ans de prison. Aux États-Unis, ils peuvent prendre des 400 ans de prison puisqu'ils accumulent les différentes peines. Ce qu'on ne fait pas en Europe, mais il y a une autre différence aux États-Unis par rapport au droit pénal qui n'existe pas en Europe. Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis pour punir qu'on n'a pas ici en Europe? La chaise électrique. La chaise électrique, on appelle ça. Pas que, ils ont d'autres moyens d'exécution. Oui, mais comment on appelle ça? La peine de mort. La peine de mort. Il existe des pays, la plupart des pays, qui appliquent la peine de mort. En Europe, c'est En Bulgarie, plus applicable. il n'y a plus de la peine de mort. Il n'y a pas de la peine de mort. La plus sévère punition en Bulgarie, c'est la prison à vie, à perpétuité. Il n'y a pas la peine de mort depuis les années 90. Et dans la Convention européenne des droits de l'homme, on a parlé des droits de l'homme aussi, les États signataires se sont obligés à supprimer la peine de mort. Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Vous croyez qu'il faut avoir une peine de mort ou pas? Oui, Le- je porte la peine de mort. Oui, ça suffit pas à argumenter. Pour qui? Pourquoi? Pour les crimes les plus graves. Qui sont les crimes les plus graves? Ceux qui violent des enfants. La pédophilie. Oui. La pédophilie, le meurtre. D'autres. La torture, Et ça s'arrête où? le terrorisme. Tout. Non, Pas la peine de mort pour un simple vol, bien sûr. Et pourquoi vous croyez qu'on l'a su? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas y avoir la peine de mort? Ça dépend, ça dépend. Ouais. Est-ce qu'il y a la peine de mort ou pas? Vous ne pouvez pas répondre, ça dépend. Soit on l'a, soit on l'a pas. Bah, Pour ça- bien emprisonné le plus mal, mais quand il n'y a pas la possibilité À faire rejuger. Rejuger, ça va faire. Et alors? C'est mieux? C'est pire que la peine de mort? Oui, parce que c'est une torture. C'est une torture, en effet. Mais est-ce qu'il le mérite? Il est criminel, ou elle? Il coûte de l'argent à la société. C'est pas- Emprisonner, ça coûte, Beaucoup. oui. Ça coûte. Pas autant qu'un étudiant, mais ça coûte. Mm. Vous vouliez dire quelque chose pour la peine de mort? Moi, je pense qu'on ne peut quand même pas donner la mort à quelqu'un, même s'il a fait des choses graves. Et que c'est peut-être même mieux de le mettre en prison, en isolement pour oui, en perpétuité. C'est votre raisonnement qui a prévalu en Europe. Et c'est votre raisonnement qui est prévalu aux États-Unis. Il y a un monsieur que je voudrais bien que vous écrivez son nom. Et que pour la prochaine fois, vous faites quelque chose pour moi. Robert Badinter. Et je sais exactement le livre que je vais vous apporter et je vais vous la faire lire à tous. Ouais. Robert Badinter, c'est un ministre de la Justice français. C'est le monsieur qui a aboli la peine de mort en France en 1981. Il était ministre sous la présidence de monsieur François Mitterrand. Ça, ce n'est pas important. Robert Badinter a été avocat avant de devenir politicien et ministre. Toute sa vie, il a défendu des criminels. Et il en a vu pas mal d'eux tués par l'application de la peine de mort. Il a fait un discours à l'Assemblée nationale très célèbre. Et alors, je vous demande de taper sur Google ou un autre moteur de recherche quelconque Robert Badinter, discours sur la peine de mort. C'est un discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale et je vous demande de le lire. Il fait une dizaine de pages. C'est pas...
Parce que, en lisant ce discours, vous allez comprendre plein de choses sur la peine de mort elle-même. Mais, surtout, vous pouvez comme ça comprendre ce qu'on a parlé la dernière fois, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale, qu'est-ce que c'est un ministre, comment ça fonctionne. Enfin, ça va être un exercice très utile. Ok, Robert Badinter, discours sur la peine de mort à l'Assemblée nationale. Si vous ne voulez pas le lire, quand vous tapez ça sur Google, il y aura aussi en vidéo. Vous pouvez aussi le regarder. C'est un orateur hors pair. Il est mort il y a quelques années, et si vous vous intéressez à lui, vous allez voir qu'il y a 3 semaines, il a été mis dans le panthéon des grands hommes à Paris, là où reposent les plus grands, les plus illustres français. Et je vais vous donner un autre nom. Et je vais vous apporter son livre la prochaine fois. Un monsieur que vous avez entendu parler qui s'appelle Victor Hugo. Vous avez entendu? Oui. J'ai lu. Quel bouquin vous avez lu? Quel livre de Victor Hugo? Les trois mousquetaires. Comment? Les trois mousquetaires. Non, ça c'est Les Trois Alexandre Dumas. Mousquetaires, c'est pas Hugo, c'est pas Hugo. Alexandre Dumas. À la prochaine fois que vous vous trompez entre Hugo et Dumas, c'est pas des bonbons qu'il vous faudra, hein, je vous le dis. Les Misérables, oui. Autre chose? Je ne sais pas. Allez les gars, Des vous apprenez poèmes. le français. Des poèmes. Plein de Il a poèmes. écrit Notre-Dame de Paris, mais je ne l'ai pas lu. Ouais. Notre-Dame de Paris, c'est Victor Hugo aussi. Euh, Il a... Ouais. Il y avait un poème quand j'étais en lycée que j'ai cité une fois. Mais vous vous souvenez pas? Je m'en souviens pas. Allez, citez-nous un poème de Victor Hugo. Attends. Non, je ne attends pas. Le plus grand bouquin, c'est Le Misérable. Je ne vais pas vous faire dire ça, c'est 1200 pages. Les deux tomes, quand ils sont entiers. Alors ça vaut le coup. Et entre nous, laissons tomber le droit. Mais si vous voulez parler français, si vous voulez sentir l'idée, il faut lire. Dumas, Hugo, c'est la base. La base. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez le lire en bulgare, d'ailleurs, c'est pas mal traduit. Mais peu importe. Je ne sais pas si vous venez ici vous faire la littérature ou la culture générale. Il y a un livre de Victor Hugo qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné. C'est le livre que je vais vous apporter. Et vous allez me la raconter. C'est un livre ou un poème? C'est un livre. C'est de la littérature de la prose. Mais je crois que c'est un petit livre. C'est un petit livre. C'est un petit livre, 150 200 pages. Si ça c'est petit. Ouais. Le dernier jour d'un condamné. Ça me rappelle la façon où le Japon fait la peine de mort au Japon. Comment ils font ça? T'es en prison, mais dans un jour random, il vous prend et il vous exécute. C'est pas joli. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit que ils vous mettent en prison, mais après dans un jour random, dans 10 ans ou 11 ans, il va vous prendre et il va vous tuer, exécuter. Maintenant, le dernier jour d'un condamné, c'est l'histoire d'un condamné qui attend son exécution le lendemain. Tout le livre, c'est ce qui se passe dans sa tête la nuit d'attente. Je sais que ça comme ça n'a pas l'air de vous exciter beaucoup, mais c'est la grande littérature, c'est très très intéressant. C'est les manières psychologiques et on comprend pourquoi en Europe, après des penseurs et des juristes comme Hugo et Badinter, on a aboli la peine de mort. Par ailleurs, après ça, il y a eu des études qui ont montré que
plus qu'on applique la peine de mort, plus qu'on a des meurtres. Parce qu'une justice qui tue, c'est une justice qui n'est pas efficace. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une justice efficace. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que comprendre le droit pénal et tout ce débat qui est à la fois juridique, mais aussi moral, psychologique et d'autres, il faut comprendre que le droit pénal punit, mais ce n'est pas une vengeance. Vous comprenez bien la différence. Il a un but du droit pénal, et c'est pas de se venger. Le droit pénal punit pour que les gens ne se vengent pas entre eux, comme avant qu'il existe. Ça, c'est une des raisons, mais il en a plus que ça. Sinon, les gens n'auraient aucune raison de ne pas se venger eux-mêmes si l'État le faisait pas. Exactement, mais il en a plus que ça. Vous avez raison. Le droit pénal, c'est l'incarnation de l'idée que l'humanité s'est construite en État pour sortir de la jungle et pour qu'il donne le monopole de la force à une seule autorité, l'État elle-même, par ses juges, qui doit dire qui est coupable, qui non, qui doit être puni, qui non, entre eux. Sinon, on rentre dans ce que vous dites, c'est un cycle de violence et de vengeance où le père venge son père et le fils son père et ainsi de suite. Ça existe toujours en Albanie, les vendettas, les enfants. Beaucoup moins de ce qu'on dit. Moi j'ai été en Albanie plein de fois, mais en effet ils ont une culture de la vengeance. Peu importe, la culture de la vengeance c'est une coutume locale, c'est pas du droit pénal. Bien sûr. Le droit pénal c'est autre chose. Le droit pénal, c'est se comporter en société et la punition. Et là, en gros, à part ça, 3 fonctions principales. Alors, 3 fonctions. On a dit qu'est-ce que ce n'est pas, c'est une vengeance. Mais pourquoi punit-on? Pourquoi? J'ai donné une des raisons. Oui, je vais vous en donner 3 autres. La première fonction, elle est préventive. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Empêcher le criminel de recommencer. Exactement. L'idée qu'on est puni doit nous faire ne pas commettre le crime. Laissons tomber le meurtre. Revenons à quelque chose qui est plus terre à terre. Le vol. Le vol. Le vol. Si je sais que je vole votre sac à main, je risque d'aller en prison, ça fait moins probable que je le vole, n'est-ce pas? Vous comprenez? Si il n'y a aucune sanction, ou si vous devez vous défendre vous-même, pas par la puissance de l'État, pas par le juge, pas par la prison, moi je regarde, moi je suis un peu plus costaud qu'elle, je lui prends le sac à main. Même si elle peut s'écarter. La première fonction, c'est préventif. Il faut que ça fait qu'il n'y a pas de crime du tout. Par ailleurs, ceux qui défendent la peine de mort militent pour sa force préventive si on sait qu'on sera nous-mêmes tués, n'est-ce pas? Donc, le droit pénal, c'est avant tout c'est la prévention. Après, il y a une autre une autre fonction, c'est la punition elle-même, ou en langue juridique on appelle ça la redistribution. La redistribution, ça veut dire pas qu'on se venge, mais qu'on restaure la justice. Parce que quelqu'un a subi du mal. Et pour qu'on restaure la justice, on doit faire que celui qui lui a fait mal subit le même mal lui-même. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça.
Mais parce qu'on est civilisé, et si je lui vole le sac à main, ça ne veut pas dire que quelqu'un doit voler mon sac à main. La justice est redistributive, elle va redistribuer son mal à moi avec une peine, une amende, ou 2 mois de prison, ou 5 mois de prison. C'est qui décide finalement? C'est qui décide quelle sera la punition ou la redistribution? C'est qui décide si je vole le sac à main? C'est qui va décider combien je vais payer ou combien de temps je vais passer en prison? Le juge. Le juge, bien. Le juge, mais est-ce qu'il décide seul? Est-ce que c'est lui qui définit ça? Souvenez-vous de notre première cours, on va parler de l'état de droit. Qu'est-ce qu'il va faire le juge? Il va demander le jury. Il va demander le jury de quoi? Le jury il va dire est-ce que je suis coupable ou pas? Il va juger. Il va juger. Mais qu'est-ce que ça veut dire juger? Prendre une décision et condamner. Par rapport à Ou quoi? acquitter. Par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Ce qui va faire le juge, c'est prendre mon comportement et appliquer la loi. Parce qu'il est un juge en état de droit. S'il était un juge monarque, il aurait fait comme ça lui semble bien. Par exemple, je lui prends le sac à main et on me donne 3 ans de prison. Lui prend le sac à main, le même sac à main, et on lui donne rien, ou 10 ans de prison. Pourquoi? Est-ce que c'est juste? Oui. Oui, parce que vous êtes plus sympathique que moi, ça je ne veux pas. Vous êtes très très sympathique, mais quand même, on ne va pas avoir la force redistributive. Pour avoir la force redistributive, il faut avoir de la justice. Et la justice, ça ne veut pas dire simplement les relations qu'il a entre celui qui a commis le vol et celui qui a subi le vol. Mais c'est la justice de la société totale. Ça veut dire que chacun doit savoir qu'il va avoir la même peine s'il agit de la même manière. Ok? Vous comprenez? Et il a une troisième fonction qui est, selon beaucoup, la plus importante et qui fait que la peine de mort n'est pas possible en Europe. Troisième. C'est la fonction éducative, ou on peut aussi dire rééducative. Mais est-ce qu'on peut rééduquer un tueur en série? Non, je crois pas. Peut-être, ça dépend. La punition a pour but, là où c'est possible, de prendre un criminel, pas seulement de le mettre en prison, mais de le changer pour qu'il devienne un membre de la société. Parce que s'il ne change pas, il va être un poids pour la société. Soit il sera en prison et on va le nourrir toute la vie, soit il représentera un risque pour tous les autres pour commettre un nouveau crime, soit autre chose. Mais s'il se rééduque, s'il rentre dans la société, s'il a appris son erreur, s'il a appris qu'il ne faut pas la commettre encore, il sera un membre de la société et il va apporter sa force, son intellect, que sais-je encore, à cette société-là. Donc on a, comme société qui ne commet pas de crime, l'intérêt de rééduquer les gens qui sont en prison ou qui sont punis. Est-ce qu'on peut rééduquer quelqu'un qu'on a tué avant? Je crois pas. Je crois pas. Je crois, ouais. Je crois que tu peux rééduquer quelqu'un qui a commis un meurtre. Il y a plusieurs raisons que tu peux commettre un meurtre. C'est très complexe, en effet. C'est par exemple si tu es dans un gang, si tu es dans un groupe et le groupe il tue quelqu'un,
et vous avez commis un meurtre pour le groupe. Et ouais, je crois qu'il peut être éduqué. Aussi, il a eu un accident. Ouais. Aussi, Aussi, son frère, il est mort. Il s'est fait tuer. Vengeance. aussi le juge se trompe. Aussi, vous étiez innocent et vous étiez que... Certains meurtriers peuvent être réhabilités, mais certains non. Exactement. Il y en a ceux qui restent en prison à perpétuité. Vous comprenez bien que si on est en prison à perpétuité, la fonction rééducative, c'est pas celle qu'on mise le plus. Mais en général, et les meurtres, c'est un petit point des crimes. Les crimes sont nombreux, extrêmement nombreux. Prenez un code pénal, vous allez voir, c'est des centaines et des centaines de pages. Il a le vol, mais il a aussi le blanchiment d'argent, les crimes de col blanc, comme on l'appelle. Là, il a une entière rééducation. Comment s'appelle, est-ce que vous savez comment s'appelle quelqu'un qui a été attrapé et puni et a commis encore une fois le même crime? Récidiviste. Récidiviste. Je devrais arrêter de répondre à toutes les questions. Non, mais ça va, vous m'aidez. Les autres aussi devraient. C'est leur affaire. Récidiviste. C'est le même mot, le même mot en bulgare et en français. Récidiviste. Bon, si on a un récidiviste, ça veut dire que la première punition dans sa fonction éducative a échoué. Tout simplement. Et c'est pour ça que la loi prévoit généralement une double peine pour les récidivistes. Si le vol de sac à main est puni de 3 ans de prison pour la première fois, si vous êtes 3 ans en prison, je sors et je vole un sac à main une deuxième fois, c'est 6 ans. C'est le double. Parce qu'il paraît que je ne suis pas très éduqué. Jusqu'ici, ça va, vous me suivez? D'accord. Bon, c'est quelque chose de très grave, le droit pénal, parce qu'il prive une personne de ce qu'elle a le plus cher, sa liberté. Et c'est pour ça que le droit pénal doit répondre à certains principes qui doivent quand même garantir que ceux qui vont en prison le méritent bien et qu'ils ne vont pas en prison de manière arbitraire. L'arbitraire, c'est le contraire du juridique. L'arbitraire, ça veut dire une décision qui est prise par la volonté de quelqu'un, pas par rapport au droit. Donc, il faut avoir pas... Ah oui? Il faut des preuves. Il faut des preuves. Exactement. Il faut des preuves, et pas n'importe quelle preuve, mais avant les preuves, il faut autre chose. Qui sont liés avec des principes dont on a parlé déjà, donc je vais vous les rappeler au fur et à mesure de ma présentation. Il y a 2 principes fondamentaux du droit pénal. 2 principes fondamentaux. Et il y en a plein qui s'en suivent, mais on va rester sur les bases. Le premier principe fondamental est le principe de la légalité. Il est très simple, mais il est primordial. En gros, le principe de l'égalité veut dire qu'aucune peine ne peut exister sans une loi qui l'a prévue. Vous ne pouvez pas être puni pour quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. C'est pour ça, par ailleurs, le mot légalité, ça vient de loi, n'est-ce pas? Donc, pour que vous soyez puni en droit, juridiquement, vous devez faire quelque chose qui est expressément interdit par la loi. L'égalité, ça vient pas de légal. Ça vient de légal. Et Ouais. légal, ça vient de
Loi, mais De loi. légal, ça vient de égal ou Non, pas égal, légal. légal. Légal, ça veut dire qui est conforme à la loi. À Et la loi. l'égalité, ça veut dire ce qui est conforme à la loi. Donc il faut que ça soit prévu dans la loi. Pour donner notre exemple. Si je lui vole le sac à main, je serai... je vais voler votre sac à main 150 fois. Mettez-le quelque part. Non, je rigole. Donc si je lui vole le sac à main, je serai puni parce qu'il est écrit que nul ne peut s'approprier la propriété d'autrui. Et c'est écrit dans la loi. Mais si par exemple, je fais, qu'est-ce que je peux faire du mauvais qui n'est pas interdit à la loi? Par exemple, si je me gratte... Calomnier. Calomnier, c'est aussi interdit par la loi. Oui, mais c'est très difficile à prouver. C'est pratiquement improuvable. On va parler des preuves. Toucher la tête à tout le monde. Toucher la tête à tout le monde. Si je Ouais. passe et je touche la tête, ça vous est pas bien. Donner une tape dans l'épaule. Donnez une tape d'épaule sans vous faire des séquelles. Parce que si je vous fais des séquelles, je rentre dans la prison aussi. Mais si je vous donne une tape dans l'épaule, et surtout il ne faut pas toucher les filles aussi, c'est compliqué. Mais si jamais je fais quelque chose de mauvais, et même très mauvais, mais qui n'est pas encore interdit par la loi, je ne suis pas responsable. On pouvait vendre de la drogue avant qu'elle soit interdite d'en vendre. Exactement. Parce que Ah, ça c'est un très bon exemple. La drogue. j'ai lu que dans le Coca-Cola de 1896, il y avait de la vraie cocaïne. Le premier Vous Coca-Cola. rêvez, non. Les pro- J'en ai bu, c'est pas vrai. Non, mais pas celui d'aujourd'hui, celui du début du XXe siècle, il y en avait à l'époque. Peut-être. Aujourd'hui, il n'y a que... Bien sûr, mais avant. Mais attendez, parce que vous me donnez un très bon exemple. Vous savez, là, la drogue, ça évolue tout le temps. Il y a de nouveaux piles et de nouveaux piles qui sortent. Là, je suis scotché. Je savais jamais comment faire ça. Ça fait 5 semaines que je suis là. 5 semaines. Merci beaucoup. Merci bien. Vous recevez la meilleure note de tout le monde. Donc, la drogue. Vous avez entendu parler de la designer drogue ou des drogues qui sont en pilules, qui se vendent sur Internet. Tout le temps, ça change. Ça change. Jamais consommé de drogue. Tant mieux pour vous. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le Burelli, il paraît qu'il a un nouveau mode. Pourquoi vous me regardez comme Parce si que je Parce que comme eux, ils si- sont bulgares. Rice qui gasse, comment on appelle ça? Rice qui gasse. Il a... It's like. It's like, c'est en anglais ça. Hein, Oui, mais. ça. On parle ici français ou en anglais. Parce qu'on Ça se vend dans les discothèques normalement avant. non, pas normalement, mais ça se vend en Bulgarie dans la musique. Honnêtement, je pense que C'est un gaz. Oui, c'est un gaz. Dans C'est un gaz qu'on peut utiliser de manière différente. Le y gaz compris qui est dans les la- ballons, les gens. Le ils gaz font qui les est dans ballons. le ballon. Mais ce gaz est normalement utilisé dans l'anesthésie, Oui, je pense. Oui. exactement. Elle agit à la tête. Mais pour mon exemple, cette gaz-là, vous la vendez, vous la consommez, vous êtes dans la discothèque, il paraît que c'est une drogue, elle vous fait de l'effet, mais s'il y a des policiers, ils ne vont pas vous arrêter. Pourquoi? C'est pas encore illégal. Parce que ce n'est pas encore écrit dans la loi. Ce qui va changer, hein, fait le patron. Il faut que la loi prévoie expressément qu'est-ce qui c'est interdit. Il ne dit pas prenez pas de la drogue, il doit dire prenez pas de la drogue. Et la drogue, c'est, et la définir. Si ce n'est pas le cas pour un médicament qui agit sur ma tête, je pourrais aussi être arrêté, n'est-ce pas? Parfois, une drogue, ou soi-disant drogue, peut être interdite puis réautorisée. Exactement. Comme la prohibition aux États-Unis. Exactement, l'alcool. Mais c'était tellement indigne d'interdire l'alcool que ça n'a pas pu tenir. L'alcool. Ça a créé aussi de la crime organisée. Alcool aux États-Unis. Il y a eu un moment où boire de l'alcool était puni par la loi. Et c'est qui décide?
C'est qui décide que le gaz ou l'alcool c'est un drogue ou pas? Le gouvernement. La loi. La loi. La loi. La loi. Et quand vous avez dit le gouvernement, pourquoi j'ai pas accepté votre réponse? C'est qui fait la loi? Par exemple, le Parlement. C'est pas par exemple. Oui. C'est le Parlement uniquement. Et donc ils peuvent se tromper. Pour revenir à notre discussion de l'autre jour sur ce qui est juste et ce qui est dans la loi, la différence. Exactement. Interdire l'alcool, c'était indigne. Voilà quelqu'un qui m'écoute. De temps en temps, hein, parfois il a semé. Donc, il faut que ça soit écrit, le comportement exact, et il faut que ça soit écrit d'une manière claire, nette et précise. Parce que, comme citoyen, vous avez le droit de savoir et d'être sûr qu'est-ce que c'est permis et qu'est-ce que c'est pas permis. Je vous donne un exemple. Le comportement doit être défini et clairement défini. Il y a quelques années en France, il y a eu une espèce d'épidémie de violence faite aux femmes au travail. Des femmes se plaignaient, c'était le mouvement MeToo qui a commencé par les États-Unis, et les femmes se plaignaient qu'elles se fassent harceler sexuellement à leur travail. Il peut y avoir des fausses dénonciations. Attendez. Il peut y avoir, c'est pas ça le sujet. Et le législateur français a réagi en écrivant une loi selon laquelle le harcèlement sexuel est interdit et puni par la loi avec une peine de prison. Cette loi a été différée au Conseil constitutionnel pour qu'il vérifie sa constitutionnalité. Et il a déclaré, le Conseil, que cette loi n'est pas constitutionnelle. Pourquoi? Parce que c'est sujet à interprétation. Une femme peut considérer qu'on lui fasse un sourire, c'est du harcèlement. Lui, aujourd'hui, il est en forme. Je vous le dis. Aujourd'hui, il me tue. Exactement. C'est pas que le Conseil constitutionnel ne considère pas qu'un agissement non approprié et avec un caractère sexuel fait à une femme qui travaille est bon. Il a dit que le mot harcèlement n'est pas suffisamment défini parce que ça peut porter sur des attouchements très graves ou bien sur un regard, sur une remarque, sur quoi que ce soit. Inviter à boire un verre, c'est du harcèlement. Et ça peut l'être par ailleurs si vous êtes son patron et vous lui faites savoir que ça ne va pas. Non, si c'est une collègue. Il en a beaucoup de si. Mais le mot harcèlement n'est pas suffisamment clair pour que ça soit de la loi pénale. Vous comprenez l'exemple? Il y en a d'autres, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un mème sur internet à ce sujet. Différence. Oui, mais je ne veux pas des trucs machistes. Hein. Non. Non. Le temps que vous cherchez. Voilà. Donc, il faut qu'on va... Faites voir. Voilà. Ok, d'accord. Il faut... Il veut dire que c'est de harcèlement quand le mec est gros. Hein? C'est ça? Non, ça. Bon, c'est amusant, on va dire. C'est Mais bon, amusant. c'est ça. Une simple phrase peut être interprétée comme du harcèlement, c'est trop variable. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas... C'est pas, le type en bas n'était pas forcément harceleur, mais il est pris comme harceleur. D'accord. Calmez-vous, on a arrêté avec harcèlement sexuel. Ou peut-être. Ok. Donc, il faut avoir un comportement bien défini. Mais il faut aussi avoir autre chose pour que le principe de l'égalité, parce que vous avez peut-être oublié, mais on est parti à définir le principe de l'égalité. Donc, il faut un comportement qui est suffisamment clairement et précisément défini, mais il faut avoir autre chose aussi pour que vous soyez puni légalement. Il faut fixer la peine dans la loi. Vous devez savoir si vous faites ce comportement précis et clair,
qu'est-ce que vous risquez? Donc le principe de l'égalité veut deux choses. Un comportement décrit et prohibé et une peine fixée par la loi. En droit, quand on dit un principe, tout de suite il y en a des exceptions. Tout de suite. Donc, la peine doit être prévue dans la loi, disons 3 ans pour le sac à main. J'espère qu'il coûte cher, parce que 3 ans c'est beaucoup. Non. Bon, dites-le Pour un téléphone. au juge, mais ça m'aide à continuer ma démonstration. La vie est tellement complexe et tellement fait des choses que vous ne pouvez pas faire juste dire 3 ans pour un sac à main. Parce qu'il dépend tout le temps. Est-ce qu'il est cher le sac à main? Est-ce qu'il n'est pas cher? Est-ce qu'il est précieux? Oui. Si, pendant que je prends 5 à main, elle se débat. Et qu'en se débattant, elle tombe par terre et se colle la tête contre le sol. La peine sera plus lourde que si je prends le sac à main et je m'enfuis. Évidemment. Évidemment. Il y en a plein de choses. Il y en a beaucoup de si. Dans l'exemple que vous avez dit, vous allez commettre 2 ou 3 infractions en même temps. Vous allez lui voler le sac à main, vous allez la frapper, vous allez la faire subir. Et donc, pas frapper, juste on va cumuler les peines. tire avec On se tire, il a de la violence de votre part, tout ça serait pris en compte. Mais il y en a d'autres choses. Vous pouviez être en état d'ivresse quand vous avez commencé à prendre son sac à main. Ou bien, il se peut que votre propre fille est en train de mourir et vous n'avez pas d'argent, il vous faut un médicament et vous prenez le premier sac à main que vous venez pour la sauver. Plein de choses. Des hypothèses sont innombrables parce que la vie est insaisissable. Ah, c'est ce que je lui dis. Quand on conduit, Et qu'est-ce qu'on c'est fait? aggravant. Il en a des aggravants, il en a des allégeants. Et c'est maintenant que le juge rentre en compte. Parce que ce n'est pas le législateur qui a fixé la loi qui peut prévoir toutes les hypothèses. Il faut individualiser la peine. Et ce n'est que le juge qui doit voir exactement la personnalité du criminel, la personnalité de la victime, l'état des choses qui se sont passées. Et comment on va, dans ce cas, faire exister en même temps le risque d'arbitraire, que le juge fait n'importe quoi différemment, et le principe de l'égalité qui veut que ce soit la même chose pour tout le monde. C'est une question complexe, donc je ne vais pas vous torturer, je vais vous dire. C'est pour ça que la loi ne fixe pas, sur le plus souvent du cas, exactement la peine, mais donne des planches de la peine. Il dit, par exemple, pour un sac à main, c'est entre 1 an et 3 ans de prison. Vous voyez? Si vous regardez votre loi pénale annuelle régulière, vous allez voir que vous avez des peines qui font par exemple, entre 5 ans et 30 ans de réclusion criminelle. Entre 5 et 30, il y en a une différence, ça c'est une vite différence. C'est la possibilité du juge d'individualiser la peine. Ok? Conduite en état d'ivresse, c'est entre 1 et 3 ans dans la loi maintenant. Parce que ça dépend. On vous arrête, vous êtes bourré, mais vous n'avez rien fait finalement. C'était juste un risque. C'est 1 an. Mais vous avez causé des dégâts, ou vous avez tué quelqu'un, c'est beaucoup plus. Dans les années 50, en France, être en état d'ivresse, en conduisant, c'était allégeant, pas aggravant. Ça, c'est pas vrai. J'ai lu, pas maintenant, dans les années 50, c'était considéré comme allégeant. Laissez tomber. La conduite au état d'ivresse, dans les années 50 en France, n'était pas punie, sauf que s'il a un accident. Je vous ai écrit le principe de l'égalité en latin, mais j'ai senti la dernière fois que le latin, c'est pas ce qui vous tente le plus. Peu importe. Sous principe de l'égalité, c'est... Legalis, Comment? ça vient du latin legalis.
Vous êtes Vous vraiment parliez du fort latin. aujourd'hui. Bon. En latin, Je m'arrête pas. c'est nullum crimen, ça veut dire il n'y a pas de crime, nulla pena, il n'y a pas de peine légale, sans que ça soit prévu dans la loi. C'est un grand juriste italien qui s'appelle Beccaria, qui est le père, on dit que c'est le père philosophique du droit pénal. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Des délits et des peines en 1764. Ce qui fait de Cesare Beccaria un des penseurs des Lumières, parce qu'à cette époque, quand il écrit, il a le monarque qui décide. Et il peut décider que c'est un crime de regarder sa femme. Beccaria, ça dépend d'où il est en Italie. Il était peut-être de Gênes ou de Venise. Je ne sais pas vraiment, je crois qu'il était du Gênes. Donc c'était pas un monarque déjà. Non, mais il parlait en tant que philosophe de ce qui se passe en Europe. Il défendait sa vision républicaine. Il est en matière intellectuelle, un héréditaire direct de Montesquieu, de sa séparation du pouvoir, on va parler la dernière fois. Peu importe, ce sont des histoires, mais aujourd'hui, ce principe de l'égalité est inscrit dans la Constitution bulgare, mais aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de prospérité français, et aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est du droit positif. Vous vous souvenez bien de ce qu'on a parlé du droit positif et du droit naturel. C'est un principe qui est décrit dans le droit positif. Et ça, c'est le premier principe principal du droit pénal. Bon, ça passe vite. Pour moi, pour vous, peut-être pas. Mais il a un second principe qui est directement lié, mais différent de celui-là, qui définit le droit pénal. Et c'est le principe de la non-rétroactivité. Le principe de la non-rétroactivité. Donc si je vends une substance illégale la veille de son interdiction, j'ai pas de problème. Exactement. La rétroactivité est... Enfin, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Il est impossible que vous soyez puni pour quelque chose qui est interdit après que vous l'avez fait. Si vous prenez du gaz dans la discothèque ce soir, enfin, ne le faites pas. Si vous vous amusez bien ce soir et qu'on interdit le gaz demain, vous n'allez pas porter responsabilité de ce que vous avez fait au moment des faits. Ce qui est important, c'est le moment des faits. Ok? Ça est arrivé, ce n'est pas anecdotique. Par exemple, on a parlé des années 50 avec lui, le fait que la conduite en état d'ivresse n'était pas punie en France. Elle a été punie dans les années qui suivent. Ceux qui ont conduit en 50 en étant bourrés, ils ne portent pas la responsabilité pour ces agissements. Ok? Pareil, il y a toute une branche de droit, le droit de l'environnement, qui prévoit des sanctions qui, il y a quelques années, n'existaient pas du tout, qui sont liées au réchauffement climatique, à la protection de l'océan, que sais-je. Vous avez tous des grands-parents qui habitent dans un village et juste jettent dans les rivières, enfin, ils vivaient comme ça, on vivait comme ça. Maintenant, c'est interdit, mais c'est pas qu'on va les punir, ces gens-là. Et certaines choses ont toujours été punies. Certaines choses ont toujours été punies, d'autres choses n'ont jamais été punies, et ne seront jamais. Le fait est
que vous ne pouvez pas être puni pour que quelque chose que vous ne savez pas qui est interdit au moment que vous avez commis les faits. Et comme vous voyez bien, il y a un lien logique, complètement logique, entre le principe de la non-rétroactivité et le principe de la légalité. Parce qu'au moment où vous avez commis le fait réprimable, la loi qui l'interdisait n'existait tout simplement pas. Ok? Mais comme je vous ai expliqué, en droit, quand on dit principe, on dit quoi? On dit exception. Il a une exception de cette règle. Parce que la loi pénale, elle peut être plus dure, mais elle peut aussi être plus douce avec le temps. Imaginez que le vol de sac à main est puni avec 3 ans d'emprisonnement aujourd'hui, mais dans 3 ans, ou dans 12 ans et demi, le législateur change la loi et fait que le même comportement est puni avec moins de sévérité, à 2 ans par exemple. On va voler plus de sacs à main. Mais vous êtes déjà condamné. J'explique. Le principe de la non-rétroactivité s'applique pour la loi qui devient plus sévère. Mais il ne s'applique pas, et le principe contrairement inverse s'applique quand la loi devient plus douce. Je suis voleur. Je lui ai volé le sac à main aujourd'hui et j'en ai pris 3 ans de prison. Mais dans 6 mois, le législateur dit que cet agissement est punissable d'1 an de prison. Mon peine va être diminuée et je vais faire 1 an de prison. La loi la plus douce ça s'applique de manière immédiate. Dans tous les pays. Dans tous les pays. C'est un principe général du droit pénal. C'est pas dans certains pays, c'est comme ça, dans d'autres non. Non, dans tous les pays. C'est un principe général du droit pénal. Le principe de l'égalité et le principe de la rétroactivité avec son exception s'applique à chaque pays où il a un droit. Et là où il n'a pas de droit, c'est interdit ça. Merci. 3 ans de prison, c'est interdit. Je suis un délinquant. Quoi? Ok. C'est de l'humour, monsieur. On rigole, on rigole. Ok. On sent que l'humour est incompréhensible. Ça va? Oui. On continue? Allez, encore, donnez-moi encore 15 minutes, je vous laisse partir. Il a un autre principe. On fait un dernier principe, et après une procédure, et après je vous laisse partir parce que je vois que vous avez sommeil depuis 1 an, depuis au moins 1 heure. Pas moi. Alors, vous vous êtes réveillé? J'ai jamais été aussi actif pendant un cours. Vraiment? Bah, je t'écoute. Mais où il commence à s'inquiéter? D'habitude, j'essaie de ne rien dire et d'écouter. Et de laisser les autres parler. Écoutez, faites quand vous le sentez. Allez, continuons. Il a une application territoriale de la loi pénale, du droit pénal. Pourquoi ça? Parce que la loi pénale, c'est l'expression du monopole de la force étatique. Ça veut dire qu'il est lié à un État. Et donc, il s'applique au territoire de cet État, et pas au-delà. Il a différentes infractions et crimes dans les différents pays. Il y a des choses qui en Bulgarie sont punies et en France ne le sont pas. Et il y a des choses qui en France sont punies et ici ne le sont pas. Par exemple, la France a une législation beaucoup plus sévère concernant le téléchargement illégal du contenu Internet. Si vous faites comme on fait ici en France, vous aurez des problèmes. Alors que nous, ici,
dans le monde tout. En théorie, en pratique, tu peux regarder des films. Oui, mais la théorie, c'est suffisant. Quand il y a quelqu'un qui te demande des explications, tu te sens plus en l'air. Je sais, mais en pratique, même en France, Ce n'est qu'un à petite échelle, ça va. ce n'est qu'un exemple. Ce qui est important, c'est que la loi pénale s'applique sur un territoire donné. C'est le territoire de l'État, qui, comme vous savez bien, de notre dernier cours, pour ceux qui étaient venus, il a aussi la mer et l'air. Donc, si vous êtes dans un avion bulgare, c'est le droit bulgare qui s'applique, et donc le droit pénal bulgare. Mais au-delà de ce territoire, c'est un autre droit pénal de notre État qui s'applique. Ça, c'est le principe. Et si je suis en haute mer, dans un bateau qui n'appartient à aucun pays, Ça n'existe pas. C'est de la piraterie. et que je ne suis soumis à aucune loi. Non. Il n'existe pas de bateau qui n'appartient à aucun parti. C'est un bateau en bois qui n'est avec des rames, qui n'est enregistré nulle part. Une barque en bois. Et je tue sur cette barque en bois l'autre personne qui est sur la barque en bois, on est en haute mer. Si vous êtes dans une barque en bois en haute mer qui a 200 000 marins de chaque côte, Ouais. vous allez mourir avec votre ami. C'est pas un ami. Tous les bateaux qu'on appelle bâtiments de mer, en droit, les bateaux s'appellent bâtiments de mer, ont une immatriculation et une nationalité. Et c'est la loi du pays de nationalité qui s'applique sur le bateau. S'il a des bateaux qui ne sont pas enregistrés, ça aussi il a un nom, ce sont des pirates. Et qui sont des criminels d'une autre manière. Et il a une convention, je vous réponds très sérieusement, une convention qui s'appelle la convention de Montego Bay de 1882, qui s'applique à ce genre de situation. Et ils sont jugés par quel Par pays? celui qui les attrape le premier. D'accord. Et est-ce qu'en Antarctique, on peut commettre un crime sans un jugé? Antarctique, c'est un pays spécifique qui n'a pas de C'est un- pays. Oui, mais il a un traité international des États qui gèrent l'Antarctique et qui ont réglé ces problèmes. Là, il a des bases sur l'Antarctique et il répond leur propre souveraineté sur leurs bases. Ok? Y compris la Bulgarie. Imaginons que l'humanité colonise l'espace. Il y a une colonie humaine dans l'espace et aucune loi n'existe dans cette colonie. Donc juridiquement, si tu fais un crime là-bas, tu ne peux pas être jugé. Non, parce qu'une colonie, ça veut dire un État, une métropole. Et donc, ça sera la loi d'une métropole qui s'applique. N'est-ce pas? En Algérie, quand elle a été colonisée, c'est la loi de qui s'applique. D'accord. Les musulmans pouvaient être jugés selon leur propre loi. Oui, mais c'est la France qui leur a permis. Donc, c'est la loi française qui leur a laissé ça. C'est pour ça que ça s'appelle colonie et pas un État souverain. S'ils sont État souverain, ils auront leur propre droit. Ils appliqueront le propre droit. Ok, laissez-moi juste finir. L'important, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, surtout dans l'Union européenne, où il a des agissements qui sont punis dans un État ou pas dans l'autre. Il a une harmonisation qui s'est faite par les années sur le droit. Mais il y en a beaucoup qui sont punis d'une manière différente. Par exemple, en Suède ou en Norvège, dans le pays scandinave, la plus grande peine de prison est plafonnée à 27 ans. Alors que nous, en Bulgarie, on a la prison à perpétuité. Et donc, c'est très important selon quelle loi vous allez être jugé. Il a un monsieur, vous l'avez entendu parler, c'est un terroriste fou qui s'appelle Breivik, qui a tué 70 personnes parce qu'ils étaient sociodémocrates sur un île. En Norvège, Breivik. Breivik. En Norvège, il a été jugé à 27 ans. En Bulgarie, ils n'auraient jamais sorti de prison. Lui-même, il était âgé au moment des faits à 34 ans. Donc à 61, il est dehors. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. J'en juge pas. Je dis simplement qu'il y a une différence, énorme différence. Quelle loi pénale sera appliquée? Et donc le principe, c'est la loi du territoire de l'État où vous commettez le crime. Mais, comme tout principe en droit, il a des exceptions.
les États-Unis ont une extraterritorialité du droit américain. Ils peuvent juger une entreprise qui fait du commerce aux États-Unis si cette entreprise ne respecte pas les sanctions des États-Unis, même si c'est une entreprise qui n'est pas américaine et qui est dans le Mais pays. est-ce que c'est une exception? C'est peut-être une confirmation. Ils appliquent sur son propre territoire, son propre droit, Mais peu importe la nationalité de celui qui a l'entreprise n'est pas aux États-Unis, elle n'est pas américaine. Et le gouvernement américain peut quand même la poursuivre en justice juste parce qu'ils font du commerce avec les États-Unis en plus de faire du commerce avec Oui, mais il a un lien avec le territoire, ils travaillent dedans. Ils ne sont pas implantés, mais dans leurs produits, il a une importation dans le De ce que je sais, c'est assez unique. Il n'y a que les États-Unis qui font ça. Vous parlez de la compétence universelle, je vais le dire. Extraterritorialité. Extraterritorialité, et ça c'est une autre gestion. L'exception est bonne, l'exemple pas tellement. Mais, parfois, les États appliquent leurs propres lois et pas la loi du pays où le crime a été commis quand il s'agit de son national et qu'il a attrapé le premier. Je suis bulgare, j'ai commis quelque chose en France et je rentre en Bulgarie. On m'attrape ici, c'est la loi bulgare qui va me juger selon le juge bulgare. Parce que si je suis son propre national. Sauf si tu es extradé. Si vous êtes, pardon. Vous êtes. Si je suis extradé, sauf que les États, la plupart du temps, n'extradient pas leur propre. C'est une autre manière qui se dit. C'est les Français qui m'attrapent et c'est les Bulgares qui nous demandent à être extradés parce que je suis bulgare moi-même. Okay? Ça, c'est l'extradition. C'est demander mon national. Et ça peut être fait seulement si la loi interdit le comportement dans les deux pays en même temps. Il peut y avoir des différences dans les peines et ainsi de suite, mais il faut que ça soit interdit. Donc ça, c'est une des exceptions. L'autre, c'est la compétence universelle qui vaut parfois par la force des choses, comme aux États-Unis, comme vous avez dit, parfois pour les crimes contre l'humanité, qui sont considérés que tout le monde doit punir. Et vous n'êtes pas puni si vous avez cette carte. Oh, vous avez l'immunité diplomatique. Ouais, j'ai l'immunité. Oui, mais ne comptez pas beaucoup sur ça. Je sais. Ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont une immunité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être jugés ou punis dans un pays. Par exemple, les diplomates ont l'immunité diplomatique. Les membres du Parlement ont l'immunité parlementaire. Ils ne peuvent pas être punis. Mais dans chaque principe, il y a des exceptions. Quelle est l'exception? Si un membre du Parlement ou un diplomate sort avec une mitrailleuse dans la rue et tire sur tout le monde dans la rue, comme ça, il sera quand même jugé, Ouais. il sera quand même arrêté. Oui, mais pourquoi? C'est ça. Est-ce que vous avez entendu parler de la notion du flagrant délit? Le flagrant délit, qu'est-ce que c'est le flagrant délit? Quand on te prend en train de faire un... Quand on t'en prend les mains dans le sac, ça veut dire que si vous lui piquez le sac à main, encore, et vous vous échappez, et on fait une instruction et on retrouve que c'est vous dans 3 ans, vous serez protégé. Mais si vous le piquez et on vous attrape au moment des faits, vous serez quand même jugé. Si vous prenez du gaz ce soir et on vous attrape au moment des faits, vous serez jugé. Donc si un diplomate tue quelqu'un et que ce n'est découvert que plusieurs années après, il ne peut pas être jugé? Exactement. Il ne sera pas être pris ensuite parce qu'il ne pourra pas être poursuivi. C'est-à-dire, si on voit que c'est un diplomate, on ne pourra pas faire une investigation contre lui. Même s'il a tué quelqu'un? Même s'il Il a est des pris sur le exceptions. moment, il sera jugé dans son propre pays, non? Ça dépend. S'il est pris sur le moment, son propre pays va faire une demande d'extradition. Et notre pays va décider est-ce qu'il va répondre à cette demande favorablement ou pas. En général, un diplomate ne commet pas de crime. En général, un diplomate ne connaît pas des meurtres. Par contre, des trafics, on en a attrapé. Par contre, Parce que l'immunité diplomatique, ils prennent aussi leur possession.
une autre notion. Vous avez entendu parler de la valise diplomatique. Oui, on n'a pas droit de fouiller tout ce qui Vous est à n'avez l'intérieur. pas droit de toucher la valise diplomatique d'un diplomate. Ça veut dire qu'il s'est fait dans la pratique que des diplomates utilisaient cette immunité de leur valise pour apporter de la drogue, par exemple. Alors, des armes, un diplomate ne va jamais tuer, mais il peut aider un membre des services secrets de son pays, l'héberger dans son ambassade et l'aider logistiquement pour Exactement. que ce membre des services secrets mène sa mission d'assassinat bien. Exactement. Et maintenant, dites-moi comment ça s'appelle en droit le fait d'aider quelqu'un pour commettre un crime. Collaborateur. Complicité. Complicité. Ah. C'est de la collaboration, mais ça s'appelle complicité. Et vous savez qu'est-ce que c'est le principe? La complicité est punie comme le crime lui-même. Mais le diplomate ne sera pas puni. Le diplomate ne sera pas puni. Même s'il a porté l'arme dans sa valise diplomatique, il l'a donné à l'agent, il a aidé logistiquement l'agent à faire sa mission. Exactement. L'agent, il sera puni si on l'attrape, mais s'il arrive à retourner dans son pays, il ne sera évidemment pas puni. Sauf si son pays ne décide pas de le punir parce qu'il est diplomate dans le pays étranger. Oui. Dans son propre pays, il est international. On suppose que c'est le pays qui l'a envoyé faire ça. Il ne va pas se retourner contre son propre Dans agent. la vie réelle, ce qui va se passer, c'est qu'un État qui attrape que son diplomate a fait des choses comme ça, enfin l'État d'accueil va informer l'État d'envoi que celui-là va pas. Et l'État d'envoi va le reprendre et envoyer un autre et va s'occuper de lui de la manière dont ça lui semble bien. Parce que là-bas, l'immunité diplomatique dans son propre pays n'existe pas. Si elle est en Indonésie, sa carte d'identité ne sera pas une carte diplomatique, mais une carte d'identité indonésienne J'en ai. toute simple. Ouais, merci. Tu n'es pas l'ambassadeur d'Indonésie. Gardez-le. Non, il est le fils de l'ambassadeur. Je suis le fils. C'est la famille du diplomate. Elle est protégée aussi. C'était du vent. C'est une protection. Bon. Je vous ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Le temps est passé trop vite. Désolé d'avoir trop parlé. Non, ne vous inquiétez pas. Bon, on fera un peu de... Qu'est-ce qu'on fait? Et pour la prochaine fois, le devoir, c'est de lire le discours sur la peine de mort et de parler, de raconter tout ce qu'on a compris. Je vais vous demander si vous l'avez lu. Je vais vous demander si vous l'avez lu et vous pouvez me mentir. Et je ne vais pas vous examiner parce que vous n'êtes pas élève dans une école. Hein. Mais ça vous fera du bien. Ça va vous apporter de la langue. De la langue. Écoutez la langue. Merci bien pour votre attention. Excusez-moi si j'étais trop bavard. La prochaine fois, on va continuer un petit peu avec le droit pénal et après, on va faire du droit civil. Est-ce qu'il y a un examen final Très dur. très dur? Ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup pour votre participation. C'était utile. Absolument. Можно там на Болгар? Разбирайся, Виктор. Je sais que Rashbiram, ça veut dire je sais. Rasbiram. За момент, като мислите за НБДП, там Асен Василев и как му Катко Корчев. Не бих искал да отговарям на този въпрос, защото това с... Или не може да се дискутира. Не е редно тук да дискутираме. Когато свършиме курса, може да седнем, ще си вземем по една бира, по едно кафе и ще ви разкажа всичко. Но тук това би било да правя някаква политическа пропаганда, която не е редно. Пропаганда, да. Не бих казал пропаганда, не бих казал. Познавам ви всичко, всички ще ви разкажа всичко преди. Но когато свършиме да Тоест, това ще, сега този семестър ще приключим следващия. Не знам и аз. Добре. Просто не знам. Нито знам какво ще стане с мен, нито с вас.
pour le truc de le projet de publier sans qu'il me retrouve pas. Dans quel cours? Ça, c'est dans le comédien. Ah oui, ça. Ouais, non, mais tu veux faire. Tu veux aider ou pas? Si tu veux, on peut s'envoyer ce qu'on fait par Moi, je propose qu'on fait le projet. J'ai regardé quelques vidéos YouTube sur le sujet. Ok, mais peut-être ne pas mettre aussi beaucoup d'informations parce qu'elle a dit qu'elle voulait comme ça. Elle voulait. Ouais, j'ai vu. Faut apprendre par cœur, quoi. Il faut apprendre par cœur le truc, les infos, et après parler, il faut pas tellement présenter. C'est le fils d'investisseur d'Indonésie? Ouais, T'en as jamais parlé? ouais, je parlerai de mon père. Il a dit, je pense, 2 ou 3 fois. Tu as dit, mais rien de spécial. Rien de spécial, ouais. Ouais, ouais. Tu as la difficulté de monter l'escalier? Je vous devant derrière nous. Ok, va tu es sûr que ça va? Ouais, ça va. Prends ton temps. Ne te dépêche pas. Après, si tu tombes, on sera responsable. Alors, mais oui, je vais le partager, après on va le refaire. Parce que c'est tout le texte comme ça. Après, est-ce que Pudayan Pudayan Wah Ya, est-ce que kamu juga Thérapie Malek, là. Ah, Pour moi, Masek. c'est très difficile, le nom est très doux. Alors, j'ai envoyé. C'est Essaye les de- prénoms patronymiques, je pense que vous avez en Bulgarie aussi. Oui, Petrova, ça finit comme ça, mais Personne ne dit jamais, c'est juste un deuxième prénom. Oui. En France, on dit Séraphin, pas Séraphine. C'est pas non plus très courant en France comme prénom. oui.
Tu veux créer un lien Canva? Tu vois. Si tu veux, fais-le toi parce que moi je sais pas comment le faire. Pour moi c'était plus facile de faire comme ça. C'est le lien, c'est ça? Oui. Vu qu'elle elle a demandé qu'on fasse PDF, des... elle a dit, ou je sais pas. PDF? PDF? Hmm. Je crois que PDF c'est pour le... C'est pour... Je sais pas, je vais demander à Georgie parce que lui il a écrit, moi j'ai pas écrit. Donc je vais voilà, coller le texte. Je peux pas me connecter avec sur mon téléphone à mon compte Google parce que la dernière fois que je me suis connecté à mon compte Google sur mon téléphone, ça a bloqué mon mail pendant plusieurs